Bonjour à tous, bienvenue sur Volt, le média qui met sur le devant de la scène les métiers en tension pour susciter des vocations. Aujourd'hui, nous accueillons Corinne Degan, enseignante à l'IUT Paris-Île-de-Seine, qui vient nous parler du métier d'enseignant dans l'enseignement supérieur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Tout d'abord, je vous laisse vous présenter, nous expliquer votre parcours, comment vous en êtes arrivé là et quelles étaient vos motivations. Alors, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Donc, j'ai un statut un petit peu particulier. Je suis ce qu'on appelle une ESAS. Je suis une enseignante du second degré détachée dans l'enseignement supérieur. J'ai un parcours extrêmement classique. J'ai démarré par une classe préparatoire. J'ai ensuite eu une maîtrise, puis un DEA, c'est ainsi qu'on les appelait à l'époque, et j'ai passé les concours d'État, le CAPES et l'agrégation. J'ai réussi le CAPES, j'ai été admissible mais pas réussi l'agrégation et j'ai débuté ma carrière en lycée. Je me suis aperçue très rapidement que j'appréciais tout particulièrement les étudiants. J'intervenais en BTS et j'ai découvert qu'il existait quelque chose qu'on appelait des IUT, qui étaient donc des instituts professionnalisants à l'université. J'ai déposé ma candidature. À l'époque, un IUT se créait, donc c'était en 1995. Un IUT se créait à Sarcelles. J'ai débuté ma carrière en technique de commercialisation. D'accord. Et j'ai été nommée à l'IUT de Paris-Île-de-Seine, qui s'appelait à l'époque Paris-Descartes, en 2011. Et voilà, j'ai rejoint le département gestion des entreprises et des administrations à cette époque-là. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle des métiers en tension. Est-ce que vous savez ce qu'est un métier en tension ? Et considérez-vous le métier de professeur comme un métier en tension ? Alors hélas oui, j'ai envie de dire hélas oui, parce que c'est un métier qui aujourd'hui a du mal à susciter des vocations. Aujourd'hui, de ce que je comprends dans certaines matières en tout cas, il y a plus de postes que de candidats. Et on ne peut que s'en trouver très peiné, puisque ce qui m'a fait rentrer dans l'éducation nationale, c'était l'envie de transmettre un savoir. Je suis persuadée que le savoir et les connaissances sont les meilleurs remparts contre l'obscurantisme. Donc voilà ce qui m'a conduit à ce métier, et je suis désolée de voir son manque d'attractivité aujourd'hui, très probablement lié au salaire, malheureusement, de la fonction publique. Voilà, donc j'en suis extrêmement triste, pour être tout à fait sincère. Alors, je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure en disant qu'il y avait plus de postes que de candidats. Et donc, pour nos auditeurs, dire un peu ce qu'est un métier en tension. Donc, j'ai pris une définition. Un métier en tension est un métier pour lequel le nombre d'offres d'emploi est supérieur à celui des candidats. En France, il manque en moyenne au moins un enseignant dans 48% des collèges et lycées. Alors là, on parle plutôt de l'enseignement supérieur, mais c'est quand même un chiffre. C'est exactement la même chose. Je peux vous dire que l'enseignement supérieur fonctionne avec 60% de vacataires. Donc, ce qui veut dire qu'il y a moins de permanents qu'il n'y a de vacataires. D'accord, voilà, c'est dramatique. Voilà, c'est malheureusement la triste réalité de l'université française aujourd'hui et de l'enseignement public en général. Alors, du coup, nous, notre objectif, c'est de susciter des vocations. Alors, pour vous, quelles sont les compétences nécessaires pour être professeur et pourquoi vous avez choisi ce métier ? Alors, je pense que le métier est en train d'évoluer beaucoup avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Mais ce qui m'a fait choisir le métier, plusieurs éléments. J'en ai cité un tout à l'heure déjà, la transmission du savoir. Je trouve absolument magnifique, dans une société extrêmement consumériste, de transmettre avec une forme de gratuité, voire une gratuité totale, une richesse que l'on a. Et c'est quelque chose qui m'a toujours motivée et enthousiasmée. L'autre chose, c'est évoluer peut-être dans un milieu de la connaissance. Je trouvais extrêmement intéressant de continuer à apprendre toute ma vie. Je trouvais ça beau. La formation de la jeunesse, c'est un métier qui nous met en contact en permanence avec des jeunes. Et je trouve ça magnifique. On ne se sent pas vieillir à côté de jeunes personnes. Donc je trouve ça magnifique, ça nous remet en question. On est tout le temps en train de découvrir des nouvelles modes. Voilà, je trouve ça magnifique. Donc ça nous garde, je dirais, en lien avec l'évolution sociétale. Voilà, donc c'est à la fois un métier de transmission, un métier d'écoute et je dirais un métier de rencontre. Donc je trouve que c'est un métier généreux. C'est le qualificatif que j'utiliserais. Un métier de passion. Un métier de passion, assurément. Très bien. Alors, quels sont pour vous les défis actuels que vous rencontrez en enseignant l'anglais, dans le supérieur, dans le contexte actuel, donc avec le manque de professeurs, peut-être avec
mentalité qui évolue. Je ne sais pas si depuis que vous êtes arrivé, vous avez vu, même chez les élèves, des choses qui ont évolué. Quels sont pour vous les défis chaque jour ? Alors, il y a des défis au quotidien, vous avez raison de dire chaque jour, il y a des défis au quotidien. Alors, je pense que j'ai la chance, j'ai envie de dire, d'enseigner une matière, l'anglais, qui est une matière, on entend souvent dire les profs, le niveau baisse. En anglais, le niveau ne baisse pas. Des étudiants aujourd'hui sont des gens qui ont une qualité de compréhension et de production, en tout cas de qualité de langue orale, de bonne qualité, parce qu'ils s'intéressent à de la musique anglophone, parce qu'ils regardent des séries en anglais, parce qu'ils jouent à des jeux vidéo. Donc je ne peux pas faire partie de ces collègues qui déplorent une baisse de niveau. La langue anglaise génère généralement chez les élèves, de manière générale, des passions. Alors parfois des passions tristes, hein, ils peuvent détester parce que fragilisés, ou ils peuvent adorer, mais globalement, je dirais c'est une matière qu'on peut rendre assez rapidement intéressante pour le public auquel on s'adresse. Alors, le défi aujourd'hui, je dirais qu'il y en a deux. Alors, je vais parler de quelque chose qui nous a tous touchés, qui est le confinement. Les langues vivantes, et les langues vivantes étrangères en particulier, ont beaucoup souffert du confinement. Certains élèves ont été coupés complètement de l'apprentissage de langues étrangères. Donc là, on a ce petit fossé à compenser. Et puis je crois que le grand enjeu aujourd'hui, eh bien, c'est l'intelligence artificielle qui arrive. Et en tant qu'enseignante de langue, je considère qu'on a un vrai travail, une vraie réflexion à mener. Je pense que notamment tout ce qui est ChatGPT ou autre nécessite une vraie réflexion et un vrai engagement pédagogique. L'enseignant n'est plus dépositaire du savoir. On avait déjà été très bouleversé par Internet. Moi, j'ai démarré avant Internet avec des tableaux de feutre, donc on était tranquille, on était dépositaire du savoir. Aujourd'hui, nos étudiants en savent bien souvent plus que nous. Donc notre métier évolue vers un métier de transmission. Et voilà, c'est quelque chose auquel il faut s'adapter. Et c'est quelque chose qu'il faut questionner. Et voilà, c'est peut-être ces deux axes-là qui sont les axes de ce jour, en tout cas. Ok. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a une vraie évolution du métier depuis quelques années. En tout cas, depuis vos débuts. Des débuts lointains. J'ai démarré en 1990, donc j'ai derrière moi 34 ans d'enseignement, donc ça commence à peser. Alors, du coup, avec cette évolution, est-ce que vous pensez avoir les outils et le matériel nécessaire pour mener à bien vos cours ? Et sinon, de quoi auriez-vous besoin pour améliorer votre quotidien en tant qu'enseignante ? Alors, je pense que je n'ai pas le droit de me plaindre. J'exerce en IUT. En IUT, on a une chance folle. Nous avons beaucoup d'étudiants en apprentissage et nous pouvons bénéficier de ressources propres, telles qu'on les qualifie, assez importantes, qui fait que nous travaillons dans des conditions, optimales pour de l'enseignement public. Nous avons des ordinateurs à jour, nous avons des vidéoprojecteurs dans toutes les salles, nous avons la possibilité d'exercer en petits groupes. Souvent, 100% de mes cours en formation initiale sont à 15 étudiants. Donc c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Et j'en ai bien conscience, ce n'est pas le cas partout. Donc j'aurais mauvais gré de me plaindre. Alors si on me disait maintenant si je pouvais faire ma lettre au Père Noël, j'aimerais bien sûr énormément pouvoir aller vers de l'intelligence artificielle apportée pour mes étudiants. Voilà, j'ai testé récemment une plateforme qui s'appelle Buddy, je crois que je n'ai pas le droit de faire publicité, mais je vais quand même en faire, qui permet de créer des petits personnages que les étudiants créent à leur façon, avec leur centre d'intérêt, et permet des dialogues et une interactivité que malheureusement aucun cours de langue, aussi efficace soit-il, ne pourra permettre, et obligeant chacun des étudiants à travailler activement. Donc oui, bien sûr, si on pouvait avoir des laboratoires de langue incroyables, si on pouvait avoir des interfaces puissantes, ce serait formidable. Mais je pense que je n'ai pas le droit de me plaindre dans l'établissement dans lequel j'évolue. Donc pour vous, l'intelligence artificielle, c'est un défi, oui, mais c'est aussi quelque chose vers quoi vous voulez aller maintenant pour vos cours. Ah, absolument, oui, tout à fait. D'accord, Je pense c'est intéressant. Je pense que c'est une véritable révolution, vraiment. Je ne sais pas exactement vers où on va, mais moi je pense qu'en termes d'enseignement des langues, c'est un outil absolument extraordinaire qui permet une individualisation de la pédagogie, qui permet aux étudiants de partir du niveau où ils sont, qui permet de répondre à toutes les questions à la seconde où ils se les posent. C'est des choses extrêmement intéressantes et moi je suis absolument favorable et très très favorable à cet élément-là.
Est-ce que vous pouvez nous partager une expérience ou un projet que vous avez réussi à mener dans le cadre de votre enseignement, un projet dont vous êtes fier, qui vous a marqué ou pas d'ailleurs, qui vous a peut-être marqué dans le mauvais sens du terme. On va partir sur du positif, c'est Oui, toujours c'est peut-être mieux. mieux. C'est toujours mieux le positif. Alors bon, moi j'ai choisi, vous me demandiez tout à l'heure les motivations à rejoindre l'éducation nationale. Moi, ce qui me motivait à l'époque, j'avais choisi l'anglais parce que c'était la langue que le monde entier parlait. Et je trouvais absolument formidable de pouvoir enseigner voilà, un lien entre tous les êtres humains de ce monde. Je dois être encore une vieille 68arde sur le retour, donc je pensais que c'était magnifique de permettre à l'humanité de dialoguer. Alors c'est toujours vrai, hein, Global English aujourd'hui, tout le monde le parle, plus ou moins bien, et peu importe, les gens essaient de se comprendre ainsi, donc je pensais que c'était une langue d'ouverture. Donc des projets que permet l'enseignement facilement, ce sont les échanges avec des établissements étrangers, partenaires. Donc j'ai beaucoup travaillé et beaucoup œuvré dans ce sens, donc pendant de nombreuses années, j'ai emmené... avant de devenir maman et d'être peut-être plus bridée dans mes envies, j'ai emmené des étudiants et des élèves aux États-Unis tous les ans pendant de longues semaines, donc pendant mes vacances de Pâques, plus 2 semaines qu'on rajoutait, ce qui faisait 4 semaines à l'étranger. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis très fière parce que certains de ces élèves sont devenus profs d'anglais. Donc oui. Je me dis que voilà, ça a été, on aura servi à ça. Voilà, alors je continue des projets aujourd'hui peut-être très engageants, des projets dont je suis très fière. Le dernier en date étant, j'ai engagé l'établissement dans ce qu'on appelle les cordées de la réussite. Je crois à l'égalité des chances. Et voilà, je souhaitais donner à tout élève qui potentiellement souhaiterait devenir étudiant chez nous la possibilité de nous rejoindre, d'avoir un bon dossier Parcoursup. En tout cas, quand je dis bon, pas forcément quantitativement, mais qualitativement au niveau des rédactions de lettres et de questionnaires, etc. Voilà, donc ça c'est un projet dont je suis très fière parce que j'espère en tout cas qu'on aura donné envie à des élèves de nous rejoindre. Voilà, c'est bien. Des projets, je crois à l'égalité des chances. Voilà, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je crois au savoir. Voilà. Très bien. Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent améliorer leurs compétences en anglais et se préparer à une carrière internationale ? L'anglais, ça peut aussi être en fait un tremplin, notamment pour des métiers en tension. Je pense pour des élèves qui savent pas des trop quoi faire. Absolument, tout à fait. C'est encore aujourd'hui, j'ai envie de dire hélas, un discriminant. C'est-à-dire des gens qui parlent anglais et ceux qui ne parlent pas, ça peut, à l'issue en effet d'études, générer des carrières très différentes. Vous avez tout à fait raison. Alors, j'ai longtemps... alors vous allez comprendre pourquoi l'intelligence artificielle, pour moi, j'y crois tant. J'ai longtemps été désolée d'enseigner l'anglais parce que j'étais rentrée avec des grandes idées humanistes d'échange et j'ai rapidement découvert que les élèves qui avaient des papas et des mamans qui pouvaient leur payer des séjours à l'étranger parlaient bien et les autres n'y arrivaient pas. Donc j'enseignais une langue qui était donc discriminante socialement, ce qui était exactement l'inverse de mon objectif. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je conseillerais à mes étudiants de travailler individuellement. Pourquoi ? Parce que une langue, c'est comme un sport. Ça va peut-être vous surprendre, mais une langue, alors je vais prendre la métaphore du foot ou du tennis, vous choisirez ce que vous préférez. Un footeux, pour devenir habile avec la balle, il faut qu'il fasse des jongles au départ. Oui. Un tennisman, il va s'entraîner sur des gestes. Parler une langue étrangère, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, mémoriser, bien sûr. On va travailler et muscler, bien évidemment, le cerveau, parce qu'on va faire travailler sa mémoire énormément. Et ensuite, il faut parvenir à placer les sons au bon endroit dans sa bouche. Et c'est donc du sport, très clairement, puisqu'il faut les positionner au bon endroit. Donc, je crois qu'il faut conserver ce plaisir de la langue. Donc, je pense qu'il faut chanter sous la douche, regarder des séries en anglais. Et je dis souvent à mes étudiants, aller draguer dans des bars franco-américains. Voilà, ils apprendront plein de choses. Moi, je crois qu'une langue, c'est pas seulement des mots, c'est pas seulement un outil, c'est une rencontre avec une civilisation. Donc, j'encouragerais des jeunes gens à partir à l'étranger, à voyager et à surtout sortir de leur pudeur et de se dire peut-être qu'il faut être un peu clown aussi quand on enseigne ou quand on exerce une langue étrangère. C'est pas grave si on fait des erreurs, c'est pas grave tant qu'on est compris. C'est comme ça qu'on avance. Donc, je leur dirais n'ayez pas peur, faites-vous confiance et puis entraînez-vous. Voilà, ce serait mes 3 conseils pour. D'accord, bien on les retient. Alors, que diriez-vous à un étudiant
qui se questionne sur son avenir et qui hésite à s'orienter vers le secteur de l'éducation. Dans le cadre des métiers en tension, il faut donner envie aux gens de devenir professeur. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense que c'est un métier qui permet de très jolies carrières. J'ai démarré avec un diplôme en tant que certifié qui aurait potentiellement pu m'amener à faire ma carrière en collège. Enseigner l'anglais en 6e, ça n'a rien à voir avec enseigner l'anglais dans le supérieur. Je suis aujourd'hui directrice adjointe de l'établissement dans lequel j'exerce. J'occupe donc des fonctions aussi managériales. Donc je pense que c'est un métier qui permet de magnifiques évolutions. Je continue à penser que quand vous avez la chance de réussir un concours d'État, vous êtes encore avec un statut de fonctionnaire, donc vous avez un emploi à vie. Je crois qu'aujourd'hui, avec les difficultés que peuvent rencontrer un certain nombre de personnes, c'est quand même une grande sécurité que d'avoir la sécurité de l'emploi. Je dirais aussi peut-être qu'il ne faut pas avoir peur des petits salaires annoncés, parce qu'on a la possibilité de travailler dans des environnements différents et donc de faire ce qu'on appelle des heures supplémentaires ou complémentaires quand c'est dans votre même entité, ce qui peut permettre d'arrondir son service aussi, et que se rappeler que le salaire médian n'est pas très élevé en France, et que finalement et puis peut-être les encourager à manifester et à revendiquer l'importance de choyer ces enseignants. On est extrêmement mal classé dans la communauté européenne, on est très très bas. D'autres pays européens comme l'Allemagne ou les pays du Nordique ont fait d'autres choix, ceux de valoriser leurs enseignants. Je ne désespère pas qu'un jour un gouvernement valorise ses enseignants. Voilà. Oui, c'est certainement une des raisons pourquoi les enseignants en France c'est un métier en tension. Absolument. Pour terminer, je vais vous demander pour vous quels sont les principaux points positifs et négatifs de l'enseignement. Vous en avez cité beaucoup, surtout des points positifs. Voilà. Alors les points positifs, je vous les ai dit, je les répète, moi je trouve que la transmission d'un savoir dans la gratuité et le lien avec la jeunesse, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. J'ai toujours le même enthousiasme qu'au premier jour. Je découvre chaque année de nouveaux étudiants avec le même plaisir. Je trouve que ce sont de très belles rencontres. Donc comme toute rencontre, il y en a des très heureuses et puis il y en a peut-être des moins heureuses. Alors j'ai envie de dire dans les points négatifs que parfois on peut avoir de la frustration parce que je dis souvent à mes étudiants, nous ne sommes pas là pour nous aimer, on est là pour fonctionner ensemble. Maintenant, c'est un métier, la pédagogie, quand on s'aime, je mets des guillemets bien sûr, quand la confiance est établie, on apprend mieux. Oui. Alors quand on passe à côté d'un étudiant ou que vous avez le sentiment de n'être pas parvenu à générer la qualité de la confiance que vous auriez aimé, ça c'est très frustrant. Donc c'est un métier parfois de frustration. On corrige des copies. Évidemment, là aussi, il y a de la frustration parfois parce que vous découvrez que peut-être votre évaluation n'était pas aussi pertinente que ce que vous auriez aimé. Vous n'êtes pas parvenu à faire émerger des éléments que vous souhaitiez faire émerger. Donc voilà, sans aucun doute, c'est un métier parfois de la frustration. Ça, c'est une certitude. Peut-être comme point négatif, le salaire, bien évidemment. Je trouve parfaitement honteux qu'on en soit là. En France, la dernière augmentation remonte je crois, sur les heures complémentaires, je crois que c'est 2006. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'inquiétant. Certains syndicats disent qu'on a perdu jusqu'à 25% de notre pouvoir d'achat. Donc c'est quand même quelque chose de très sérieux et qui ne me semble pas être pris assez au sérieux par nos autorités. Donc très clairement, cet élément-là. Après, peut-être comme difficulté, on répète beaucoup. Alors, ça dépend bien évidemment des matières, mais je ne vais pas vous étonner en vous disant que le prétérit n'a pas beaucoup changé depuis des années. Donc, cette dimension de répétition peut parfois être pesante. Alors, quand on a la chance d'avoir face à soi un public étudiant extrêmement engagé et réactif, on ne le sent pas. Quand on a face à soi un public étudiant peut-être plus en retrait ou plus éteint, parfois c'est compliqué. Voilà. Mais peut-être vraiment être certain que nous ne faisons pas un métier de solitude. Je pense que parfois certains
étudiants pensent que quand on est prof, on est seul. Le métier de prof est un métier collectif. Quand on le souhaite, il y a des équipes, donc c'est très agréable. Et c'est un métier d'intelligence, donc je trouve que c'est un joli métier, un métier d'intelligence. Voilà, au vrai sens. Ouais, sur ces jolis mots, nous allons arrêter là. Merci d'être venu, merci pour votre temps. Merci de m'avoir attendu. Chers auditeurs de Volt, nous allons nous retrouver dans une semaine pour un nouvel épisode. À bientôt.